Voici un premier modèle en équilibre partiel. Ce modèle est très simple, mais c'est pour vous initier à la modélisation, premièrement, et deuxièmement à la programmation sous GAMS, puisque tous les modèles que nous verrons suivront à peu près la même logique de programmation. On va dans cette leçon, on va exposer deux types de modèles économiques, et ce sera en fait tout au long de ce curriculum une particularité de cet enseignement. Premier type de modèle économique, les modèles en équilibre partiel, qui sont basés sur l'idée qu'on peut représenter des relations économiques sans que tous les marchés et toutes les interdépendances de l'activité économique soient prises en compte. Donc par exemple, on va représenter un secteur particulier de l'économie, le secteur du riz, et on ne va pas prendre en compte l'impact qu'un changement d'équilibre sur ce secteur peut avoir dans d'autres secteurs, d'autres marchés, par exemple les marchés de facteurs de production. Donc on va supposer que, par exemple, si on regarde ce qui se passe dans le secteur du riz, on va supposer que le prix du travail est constant, parce que le marché du travail est en équilibre. On va supposer que le prix de la terre agricole est constant, parce que le marché de ce facteur de production est constant, et est en équilibre, pardon. Donc ça, c'est une caractéristique de l'équilibre partiel. On suppose que les autres secteurs et marchés, ou en tout cas un certain nombre de ces secteurs et marchés, sont en équilibre, et on ne regarde pas les interdépendances qu'il y a. On modifie un équilibre sur un secteur sans considérer les changements que ça peut occasionner sur les autres marchés. L'équilibre général, au contraire, on s'interdit cette simplification, et donc l'équilibre général est basé sur l'idée qu'on veut représenter des relations économiques avec le principe selon lequel tous les marchés, toutes les interdépendances de l'activité économique sont prises en compte simultanément. Donc si on est intéressé par le secteur du riz et avec un modèle en équilibre général, on va être obligé, en fait, à chaque fois qu'on modifie quelque chose sur le secteur du riz, une taxe, une subvention, on va regarder ce qui se passe dans ce secteur, on va regarder aussi l'impact que ça a sur les autres secteurs, donc les substituts, mais aussi les marchés de facteurs. Donc, quel est l'impact que ça a sur le marché du travail, sur le marché de la terre agricole. Et lorsque les équilibres sur ces derniers marchés se modifient, eh bien, l'effet feedback que ça a sur le premier secteur que l'on considère, le secteur du riz. Tout ça pour bien prendre en compte, en fait, les interdépendances de l'activité économique. Donc, on va se concentrer sur les modèles en équilibre partiel, et je vais commencer donc par exposer deux ou trois choses. La première chose, c'est que on peut avoir des modèles en équilibre partiel qui sont sur un secteur, sur deux secteurs dans un pays, ou même un secteur dans le monde, ou deux ou trois secteurs dans le monde. Donc en fait, ce qu'il y a d'important à comprendre, c'est le fait que quand on considère un modèle en équilibre partiel, c'est pas une question de taille. C'est pas que l'objet étudié est de taille économique faible. C'est tout simplement qu'il y a un certain nombre d'hypothèses simplificatrices qui permettent de négliger un certain nombre de marchés. Donc par exemple, on va supposer que le coût des facteurs est constant, le revenu des consommateurs est constant. C'est ceci qui caractérise l'équilibre partiel. Prenons donc l'exemple du secteur du riz au Sénégal. Donc on va illustrer en fait notre raisonnement dans le plan des quantités en tonnes de riz et en ordonnée le prix de la tonne de riz en francs CFA. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut supposer que la production de riz, raisonnablement, est fonction du prix du riz, mais aussi du prix de certains inputs qui sont nécessaires pour la production du riz, donc notamment la terre, les machines, les fertilisants, etc. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est que on va supposer, en équilibre partiel, que le prix de ces inputs sont fixes.
le prix de la terre, le prix des machines, le prix des fertilisants. Et donc on va se concentrer sur la relation entre uniquement la production de riz et le prix du riz. C'est ce qui nous autorise donc à représenter uniquement l'offre de riz en quantité en fonction du prix du riz. Et on va supposer ici que l'offre est croissante avec le prix, ce qui reflète le fait que le coût marginal de production est croissant. Voyons maintenant ce qui se passe du côté de la demande. Effectivement, on peut penser que la demande de riz dépend du prix du riz, mais dépend aussi d'un certain nombre d'autres facteurs, comme bien évidemment le revenu des consommateurs, et puis le prix de biens qui sont substituts, notamment donc le prix des autres céréales, et même le prix de tous les autres biens. Puisque si le prix de tous les autres biens augmente, eh bien, le pouvoir d'achat du consommateur baisse et donc il achètera moins de riz. Mais en fait, en équilibre partiel, on va simplifier tout ça et on va supposer que le revenu des consommateurs est fixe et que les prix des autres biens sont fixes, le prix des autres céréales, mais aussi le prix de tous les biens, de telle sorte qu'on va se concentrer sur la relation entre demande de riz et prix du riz. À l'occasion de cette étude, on va tout simplement supposer que la demande est décroissante avec le prix. Tout ceci reflétant le fait que l'utilité marginale est décroissante. Donc voyons maintenant ce qui se passe au niveau des relations du Sénégal avec le reste du monde sur le riz. Ce qu'on suppose, c'est qu'il y a des importations par le Sénégal de riz du reste du monde. Alors pourquoi ? Parce que si on compare en fait les conditions autarciques d'offre et de demande à la situation du marché mondial, eh bien en fait le prix autarcique, c'est-à-dire le prix qui résulterait de l'offre et de la demande locale, sans relation avec l'extérieur, eh bien ce prix est très élevé par rapport au prix mondial. Donc ça veut dire que soit la demande au Sénégal pour le riz est très forte, soit l'offre n'est pas assez compétitive. En tout cas, il y a cette situation où il n'y a pas d'avantage comparatif du Sénégal dans ce bien. Ce bien est importé. Alors soit PE, le prix mondial du riz, c'est un prix CAF, donc qui inclut le coût de l'assurance et du fret. Et l'hypothèse qu'on va faire, c'est que le riz sénégalais et le riz cultivé dans le reste du monde sont des produits qui sont identiques. Ils sont parfaitement substituables. Et donc la conséquence, c'est qu'il y a un seul prix du riz au Sénégal. S'ils étaient en fait imparfaitement substituables, il y aurait deux biens qui seraient légèrement différenciés. Il y aurait deux prix pour ces deux riz qui sont différents. Là, ils sont parfaitement identiques. Donc, en fait, les consommateurs substituent de manière parfaite le riz extérieur au riz sénégalais. Et le riz qui est produit au Sénégal est exactement le même que le riz qui est importé. Alors, bien évidemment, on verra la façon de remédier à cette hypothèse qui pourrait être irréaliste. Il y a un seul prix du riz au Sénégal et on va même un petit peu plus loin puisque même si on met un droit de douane, en tout cas il y a un droit de douane qui est mis par le Sénégal et même avec ce droit de douane qui est défini de manière ad valorem, c'est-à-dire en pourcentage, ce droit de douane s'appelle T, le Sénégal est importateur de riz. Voilà, donc le prix intérieur du riz est donc à ce moment-là P et il est égal au prix mondial PE fois 1 plus le droit de douane ad valorem. Donc par exemple, si le prix mondial est de 100 et si le droit de douane ad valorem est de 20%, eh bien le prix local sera de 120. L'hypothèse que l'on fait aussi, et on verra comment très vite remédier à cette hypothèse, c'est que quelles que soient les quantités importées par le Sénégal, le prix mondial est constant, il reste identique, et donc ça veut dire qu'il y a une offre d'importation qui est infiniment élastique. Donc cela veut dire que les quantités qui seront de toute façon demandées par le Sénégal sur le marché mondial, ces quantités d'importation sont très faibles par rapport au marché mondial, donc ça n'a pratiquement pas d'impact sur le marché mondial. On considère que ça n'en a pas du tout et donc le prix mondial reste constant.
Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met ce droit de douane? Eh bien, il y a deux effets sur l'offre et la demande. D'un côté de l'offre, d'abord, ça augmente l'offre, hein, c'est l'effet protecteur du tarif. En fait, puisque le prix local augmente de PE en PE fois 1 plus T, eh bien, l'offre locale augmente de X en X', avec X' supérieur à X. Et puis d'un autre côté, comme le prix local est plus élevé, eh bien, on a à ce moment-là une diminution de la consommation locale de D en D', avec D' qui est inférieur à D. C'est donc un modèle en équilibre partiel très simple que je viens de vous présenter. On le complexifiera un petit peu plus tard. Je voudrais insister sur le principe général de l'équilibre partiel. Ce principe, c'est qu'on raisonne toutes choses égales par ailleurs. Donc, on nommait notamment un certain nombre d'interdépendances avec d'autres marchés. On suppose par exemple constant le prix des facteurs. On suppose aussi que le revenu des consommateurs est constant. On se concentre juste sur le secteur qu'on étudie et ça nous permet de nous concentrer sur les relations entre production et prix et consommation et prix. Donc maintenant passons à la modélisation, donc l'écriture d'équations mathématiques pour modéliser ce secteur du riz dans le Sénégal. Il faut commencer par définir un certain nombre de notations. Donc on va appeler les variables suivantes qui sont importantes pour le secteur. D'abord x exposant s ou xs, l'offre de riz au Sénégal, x exposant d ou xd, la demande de riz au Sénégal, p, le prix local du riz au Sénégal, PE, le prix mondial du riz, MD, la demande d'importation du Sénégal, c'est-à-dire donc la quantité de riz que le Sénégal désire importer du reste du monde, et puis MS, l'offre d'importation faite au Sénégal par le reste du monde, c'est-à-dire la quantité de riz que le reste du monde est prêt à vendre au Sénégal. Donc maintenant on peut écrire le modèle. Donc le modèle est composé de 6 équations. Première équation, l'équation d'offre locale, P égale A fois XS plus B. Donc l'offre est croissante avec le prix, donc ça reflète des coûts marginaux croissants. Deuxième équation, et donc il y a une spécification linéaire, hein, puisqu'on avait des droites sur le graphique. Deuxième équation, P égale moins CXD plus D, donc c'est l'équation de demande locale, qui reflète une utilité marginale décroissante du bien, et là aussi avec une spécification linéaire, c'est une hypothèse qu'on changera un petit peu plus tard. Troisième équation, je définis la demande d'importation, c'est tout simplement la demande excédentaire, donc c'est la demande locale moins l'offre locale, MD égale XD moins XS. Quatrième équation, j'ai supposé que le prix mondial était constant parce que le Sénégal est réputé petit, donc il n'a pas d'impact sur le marché mondial. J'écris ça tout simplement PE, la variable PE égale PE0, une constante. Donc le prix mondial ne bouge pas. Cinquième équation, j'ai défini une offre d'importation par le reste du monde au Sénégal. Donc je décris l'équation d'équilibre des échanges entre le Sénégal et le reste du monde, MD égale MS. Sixième équation, le prix local. Donc le lien entre le prix local et le prix mondial, c'est prix local égale prix mondial fois 1 plus T, donc P égale PE fois 1 plus T. Et puis je spécifie bien que j'ai 4 constantes positives A, B, C et D. Donc on a un modèle en équilibre partiel avec 6 équations. Il faut donc maintenant connaître le nombre de variables. Donc si on regarde le programme, si on fait le compte des variables endogènes, on a XS, l'offre de riz au Sénégal, XD, la demande de riz au Sénégal, P, le prix local du riz au Sénégal, PE, le prix mondial du riz, MD, la demande d'importation du Sénégal, MS, l'offre d'importation du reste du monde. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a bien 6 variables endogènes, donc le système n'est ni sous-déterminé, ni surdéterminé, il est carré. On peut donc le résoudre. Alors à noter qu'on a une certaine flexibilité dans le nombre d'équations et le nombre de variables. Par exemple, on peut réduire le nombre de variables et d'équations, et je vais donner ici une illustration.
Ceci est vrai en fait dans tous les modèles en équilibre partiel et aussi les modèles en équilibre général. Hein. Donc, par exemple, ici, on peut supprimer l'équation PE égale PE0 et on remplace la variable PE partout où elle apparaît par le paramètre PE0, hein, puisqu'on sait que c'est un modèle avec le prix mondial constant. Donc on n'a plus de variable PE, on n'a plus d'équation PE égale PE0, et donc on se retrouve avec 5 équations et 5 inconnues. On pourrait aussi se contenter d'une seule variable M à la place de MD et MS. On supprimerait l'équation 5, on remplace MD et MS partout où ils apparaissent par M, et on se retrouverait à ce moment-là, si on fait les deux choses, avec 4 équations et 4 inconnues. Voilà, donc de toute façon ici, le nombre d'équations est très faible, donc on n'a pas besoin de chercher à réduire ce nombre. Ce qu'on peut faire, et je trouve que c'est très intéressant, c'est pas du tout obligatoire, puisque en fait on est dans un système où toutes les équations vont être déterminées simultanément, et donc toutes les variables. Mais on peut penser le modèle comme une équation qui détermine une variable. Ça peut nous aider notamment dans la programmation de certains systèmes, dans ce qu'on appelle la programmation en MCP, que vous verrez peut-être plus tard, où ça nous aiderait aussi à comprendre le modèle, ça c'est intéressant, et puis surtout si on veut rajouter des équations ou des variables, eh bien il faut rajouter une équation qui détermine cette variable. Et donc là c'est intéressant de comprendre l'ensemble du système comme ceci. Donc ici on a 6 équations, 6 inconnues, et on a en fait la première équation P égale AXS plus B qui détermine donc l'offre locale. La deuxième équation P égale moins CXD plus D qui détermine la demande locale. On a la troisième équation MD égale XD moins XS qui est une équation de définition de la demande excédentaire, donc ça détermine bien MD. Quatrième équation PE égale PE0, ça détermine PE. Cinquième équation MD égale MS, eh bien ça détermine MS. Sixième équation P égale PE fois 1 plus T, ça détermine P. Donc on a bien compris l'objet de chaque équation. On pourrait d'ailleurs penser que en fait MD égale MS est une équation qui détermine le prix mondial et PE égale P0 est une équation qui détermine MS. Bon, mais là je laisse en fait cette première interprétation. La quatrième équation détermine PE, la cinquième équation détermine MS. Alors ceci c'est important parce que en fait on peut avoir des équations qui déterminent une variable qui n'apparaît pas dans l'équation. Hein. Par exemple, typiquement quand on a une équation offre égale demande, ça peut déterminer un prix, c'est ce qu'on verra plus tard, et donc on n'a pas forcément la variable qui apparaît dans l'équation qui détermine cette variable. Donc nous allons revenir assez rapidement sur l'architecture d'un programme sous GAMS de modélisation. Et puis on va surtout montrer qu'il faut commencer par la programmation du modèle lui-même, avec la définition des équations et des variables. Il faut toujours partir de là, éventuellement avec une feuille et un crayon. Et puis ensuite, il faut faire le début du programme, il faut réfléchir au début du programme, c'est-à-dire la définition des ensembles, des paramètres, l'entrée des données, le calibrage et l'initialisation. En fait, c'est déduit de l'écriture du programme que vous avez fait auparavant, mais ce sera quand même le début du programme, la modèle lui-même étant au milieu du programme, et puis la fin du programme, qui est la définition du modèle, le choc, la sortie des résultats et la valorisation de ces résultats.
Donc la règle fondamentale, c'est de commencer par écrire le modèle, c'est-à-dire les variables et les équations. Hein. Encore une fois, ce sera dans l'écriture du fichier, ce sera le milieu du programme, mais toujours penser à travailler d'abord sur le modèle que vous devez écrire, éventuellement donc sur une feuille de papier. Alors, je vais distinguer trois choses, les instructions GAMS, les opérations à programmer pour ces instructions, et puis l'écriture elle-même sous GAMS en donnant des exemples. Alors, donc par exemple, il faut commencer par utiliser l'instruction variable. Donc, je vais travailler sur les variables et les opérations à programmer pour ces variables, eh bien, c'est uniquement une déclaration. Et donc, l'écriture sous gamme, c'est par exemple tout simplement, j'utilise l'instruction variable, variables, et puis j'ai une première variable qui est P, et je peux mettre associé à cette variable P, qui va être donc avec cette écriture qui va constituer une variable du programme, je peux mettre un commentaire d'explication de cette variable, c'est le prix domestique. Ensuite, j'ai une autre variable qui s'appelle XS, et cette deuxième variable, c'est l'offre locale. Voilà, et j'ai d'autres variables dans mon programme. Bon. Ensuite, j'ai les équations. Les équations, il va y avoir deux opérations qu'on va devoir faire. La première, c'est la déclaration des équations. Tout simplement, je vais utiliser l'écriture suivante. J'utilise l'instruction équation, et je dis, il y a une première équation qui va s'appeler EQ underscore XS. C'est l'équation qui va définir l'offre locale, etc., etc. Je vais avoir différentes équations. Je vais ici déclarer leur nom, et puis je vais associer un petit texte qui va expliquer en fait en quoi consiste cette équation. Et puis ensuite, il y a la définition des équations. Alors cette définition des équations, j'ai déjà déclaré cette équation. J'ai déclaré l'équation EQ underscore XS. Je peux en fait rappeler en fait le nom d'une équation que je vais définir, EQ underscore XS. Je mets deux petits points pour dire que je vais maintenant définir cette équation, et cette équation, elle est le prix domestique, P, must be equal to, doit être égal à A plus B fois XS. Donc XS, c'est la variable offre locale. Donc vous voyez que dans cette dernière écriture, j'ai utilisé le nom de variable que j'ai au préalable défini, P et XS, et puis j'ai aussi utilisé le nom d'une équation que j'ai au préalable déclarée, c'est EQXS. Donc cette diapositive est pour vous montrer ce qui est permis à partir de l'écriture du modèle. Donc le modèle ici, il est composé de 6 équations, une équation d'offre P égale A plus BXS, une équation de demande P égale C moins DXD, une équation de prix local P égale PE fois 1 plus T, une équation de prix mondial PE égale PE0, une équation de demande d'importation MD égale XD moins XS, et une équation d'offre d'importation MS égale MD. Alors faites bien attention parce que si on fait d'autres hypothèses, par exemple que le prix mondial peut changer, on aura une écriture différente de ce modèle. Donc il ne faut pas tenir ce modèle comme un modèle général. Alors en tout cas, si on a écrit ce modèle, qu'est-ce que ça permet de faire? Premièrement, ça permet d'identifier des variables endogènes, c'est-à-dire les variables qui sont expliquées par le modèle. Donc notamment, ici, les variables endogènes, ce sont les variables P, XS, XD, PE, MD et MS. Deuxièmement, écrire le modèle permet aussi d'identifier les variables exogènes. Alors les variables exogènes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des choses qui peuvent varier, des variables, mais de manière exogène, extérieure au modèle, c'est-à-dire c'est le modélisateur qui décide de les modifier. Donc par exemple, le modélisateur peut dire je vais modifier le droit de douane T, ou je vais modifier le niveau du prix mondial PE0. Donc on a deux variables exogènes, T et PE0. Et puis enfin, on peut identifier les paramètres du modèle. Alors les paramètres du modèle, c'est tout simplement A, B, C
et D. Donc, par exemple, on a l'équation d'offre, EQ underscore XS, donc là je la définis avec point à la suite du nom de cette équation. J'écris P doit être égal A plus BXS. Donc je viens de dire qu'avec l'écriture de cette équation, je peux en déduire que j'ai besoin de déclarer en fait une variable P et une variable XS. Mais aussi ce que je peux faire, c'est que je peux en déduire que j'ai besoin de définir un paramètre, de déclarer un paramètre qui va être A l'ordonnée à l'origine de l'offre. Et puis aussi, je peux en déduire que j'ai besoin de déclarer un autre paramètre qui sera B, qui sera la pente de l'offre. Donc, quand j'ai écrit mon modèle, je peux effectivement penser écrire les variables. Donc, la définition des variables requiert leur déclaration, la définition des valeurs initiales, mais aussi une initialisation. Alors, je m'explique. Quand vous avez déclaré des variables, donc les variables de prix domestique, prix mondial, demande locale, demande d'importation, offre d'importation, il faut que, éventuellement auparavant, vous ayez déclaré des paramètres, P0, XD0, XS0, PE0, MD0, MS0. Donc c'est tout simplement le nom des variables suivi par 0, tout simplement parce que c'est la valeur initiale des variables. Donc ce sont des paramètres qui correspondent qu'à ça, la valeur initiale des variables. Et une fois que j'ai donné une valeur à ces paramètres P0, XD0, XS0, PE0, MD0, MS0, eh bien ce que je peux faire, c'est que je peux initialiser les variables, c'est-à-dire mettre comme valeur courante de ces variables les valeurs initiales de ces variables. Donc j'écris par exemple P.L égale P0, donc la valeur actuelle de la variable P, c'est égal au paramètre P0 que j'ai défini comme la valeur initiale de cette variable. Pareil pour PE, pareil pour XD, XS, MD et MS. J'initialise en fait les variables. Pensez bien que cela, à chaque fois que vous écrivez quelque chose, il faut d'abord l'avoir défini, il faut l'avoir auparavant défini dans le programme GAMS, sinon GAMS ne va pas être d'accord. Donc une fois qu'on a fait ce milieu du programme qui consiste en la définition du modèle, eh bien il faut écrire le début du programme et notamment il faut tirer de la définition du modèle tout ce dont on a besoin auparavant. Donc notamment la déclaration, les paramètres qu'on a déclarés, et puis des données qu'on doit aller chercher dans des bases de données. Donc le début du programme, c'est la déclaration des paramètres, la déclaration des ensembles s'il y a des ensembles, ici il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a qu'un seul secteur et qu'un seul pays. Et puis il faut donc aller chercher des données pour les informations économiques dont on a besoin. Donc ici j'irai chercher des données dans FAO Stat pour la demande locale de riz au Sénégal, l'offre locale, le prix mondial, le droit de douane. Et puis, il faut effectivement rentrer des pentes de courbe d'offres et de demande. Alors, ce sont des choses différentes. Concernant en fait demande locale, offre locale, prix mondial, droit de douane, il faut aller chercher dans les annuaires statistiques, les bases de données internationales, éventuellement identifier les sources qui sont les plus fiables et rentrer l'information qui nous paraît effectivement la meilleure. Pour les pentes des courbes d'offres et de demande, c'est une sensibilité d'une offre ou d'une demande à un prix, et donc là il faut aller chercher des études statistiques qui ont estimé des élasticités, et il faut par un petit calcul effectivement évaluer les pentes qui reflètent les pentes des courbes d'offres et de demande qui reflètent des élasticités qui ont été calculées dans la littérature, élasticité prix de l'offre et élasticité prix de la demande.
Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a donné des valeurs à tout ceci, eh bien on peut faire le calibrage. Alors qu'est-ce que c'est que le calibrage? Eh bien l'idée c'est simple, hein, c'est-à-dire c'est que on va faire rentrer des pièces les unes dans les autres pour qu'elles s'ajustent parfaitement, hein. C'est comme dans la mécanique, le calibrage c'est pour que les pièces s'ajustent parfaitement. En fait, il faut un calibrage pour calculer les valeurs des paramètres qui restent à déterminer. Et puis, il faut s'assurer que toutes les équations soient respectées, c'est-à-dire que le membre de gauche de chaque équation est égal au membre de droite. Alors, le calibrage, c'est peut-être une chose qui est difficile, même peut-être c'est la partie la plus difficile d'un modèle. Donc là, je vais donner un exemple. Imaginons que effectivement, on ait fait tout le travail initial que je vous laisse deviner, et puis je vous montrerai tout à l'heure, sur les données sur la demande locale, l'offre locale, le prix mondial, le droit de douane et les pentes des courbes d'offre et de demande. Eh bien, ce que je peux faire, c'est que je peux écrire la chose suivante. Je peux écrire déjà que, comme j'ai la demande locale et l'offre locale, je peux en déduire la demande d'importation initiale du Sénégal. MD0 égale XD0 moins XS0. Et donc là, je sais que j'ai une équation de mon modèle qui sera vérifiée, puisque les variables du modèle vont être initialisées sur les valeurs initiales, hein, qui est le nom de la variable, suivi par 0. Ensuite, une fois que j'ai calculé la demande d'importation, je peux effectivement en déduire que MS0 égale MD0, donc j'ai une deuxième équation qui va être respectée, et donc j'ai calibré l'offre d'importation par le reste du monde. Ce que je peux aussi faire, c'est que comme j'ai rentré auparavant le prix mondial et le droit de douane, je peux en déduire aussi le prix domestique, P0 égale PE0 fois 1 plus T. J'aurais même pu commencer mon calibrage par ça. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que, étant donné que je connais maintenant P0, je viens de le définir, je viens de lui donner une valeur plus exactement, étant donné que je connais XD0, je suis allé chercher une donnée à FAO-Stat, étant donné que j'ai donné à D une valeur et cette valeur reflète une élasticité, je peux déduire la valeur de C, qui est l'ordonnée à l'origine de la droite de demande. Donc j'écris C égale P0 plus D XD0, et donc j'ai calibré C, et puis je peux faire la même chose pour l'équation d'offre en calibrant la valeur de A. Alors, ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que j'ai donné des valeurs à tous les paramètres pour lesquels j'avais pas de valeur pour l'instant, donc maintenant tout mon système est déterminé, et je l'ai fait d'une façon telle que toutes les équations vont être respectées initialement. Et donc pour chaque équation, le membre de gauche va être égal au membre de droite. Je vais donc avoir ce que j'appelle une infaisabilité qui est nulle. Notez bien que l'ordre du calibrage est important, parce que par exemple je donne une valeur à P0, et ensuite je donne une valeur à C puis à A. Si j'avais commencé à donner une valeur à C, eh bien le problème c'est que quand j'aurais donné une valeur à P0, j'aurais changé la valeur de C. Donc il faut bien que je l'écrive dans cet ordre. D'abord P0, puis C, puis A. En fait, j'aurais pu faire P0, puis A, puis C. Mais en tout cas, il faut effectivement un certain ordre pour que le calibrage soit cohérent et pour être sûr qu'à la fin de ce calibrage, toutes les équations sont respectées. La dernière chose que je voudrais signaler, c'est que je suis allé chercher des informations statistiques sur la demande locale et l'offre locale, et j'en ai déduit la demande d'importation, le niveau des importations. Donc en fait, j'aurais peut-être pu trouver des informations statistiques sur les importations, mais en fait, ce que je viens de faire ici, ça reflète peut-être le fait que j'ai plus confiance dans la base de données qui m'a donné la consommation locale et l'offre locale. Et donc j'en ai déduit les importations qui vont me permettre de respecter mon modèle.
Pareil pour le prix local. Je suis allé chercher une information sur le prix mondial et sur le droit de douane, j'en ai déduit la valeur du prix local, tout simplement parce que j'ai plus confiance dans les statistiques sur le prix mondial et sur le droit de douane. Si c'était le contraire, hein, j'aurais pu en fait rentrer initialement une valeur pour P0, une valeur pour le droit de douane et en déduire le prix mondial PE0. Donc une fois qu'on a défini les paramètres, les ensembles, ensuite défini le modèle, les équations, les variables, etc., on peut faire la troisième partie du modèle du programme qui est la plus simple en fait, qui est constituée de 4 sous-parties. D'abord la définition du modèle avec l'instruction modèle. Donc ici je donne le nom de tarif à ce modèle. En fait on choisit ce qu'on veut comme nom. Et puis on est obligé de lister toutes les équations du modèle entre 2 slash. Alors à moins que toutes les équations qui sont présentes dans le fichier appartiennent à ce modèle, à ce moment-là on peut utiliser all et GAMS comprendra que toutes ces équations constituent le modèle. Sinon il faut effectivement lister ces équations séparées par une virgule et on finit cette instruction par un point virgule. Deuxième sous-partie, eh bien on fait un solve pour en fait vérifier que l'infaisabilité initiale est nulle ou très proche de 0. Donc on fait ce solve juste après avoir défini le modèle, qui vient juste après la définition des équations. Hein. Donc à ce moment-là du programme, si on a bien calibré le modèle, tous les membres de gauche devraient être égaux aux membres de droite, et donc on devrait avoir une infaisabilité initiale qui est nulle. C'est ce qu'on fait en écrivant solve tarif. Donc tarif, on inscrit le nom du modèle qu'on veut résoudre, et puis on lui demande d'utiliser le solver CNS qui est adapté pour des systèmes carrés, c'est-à-dire le même nombre d'équations que le nombre de variables. On n'a pas besoin de mettre ici un objectif à minimiser ou à maximiser, puisque c'est un système carré. Donc on lui demande de résoudre ce modèle. Pensez bien à utiliser le solver CNS. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut aborder la troisième sous-partie de cette dernière partie, le choc. Donc ici c'est simplement le fait que le droit de douane passe à 20%. Et alors à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il va y avoir, dans au moins une équation, il va y avoir un membre de droite qui n'est plus égal au membre de gauche, et donc il va y avoir une infaisabilité. On demande une résolution du modèle avec la même instruction, et effectivement, le GAMS avec ce solver va trouver des nouvelles valeurs pour les variables endogènes du modèle. Et on va avoir donc une évaluation de l'impact d'un droit de douane de 20% sur la consommation locale, la production locale, le prix local, etc., etc. Et puis dernière partie du modèle, on demande un affichage des résultats avec l'instruction display. Donc ici, je demande simplement l'affichage de variables endogènes du modèle. À ce moment-là, je suis obligé de préciser que après le nom de la variable, je mets .l pour dire c'est la valeur actuelle de la variable XS. Je peux lui demander aussi de calculer des paramètres que j'aurai besoin bien évidemment de déclarer, puis de définir en donnant la formule et de faire un display de ce paramètre. Et donc voilà, on a écrit la totalité du modèle, ce que je vais vous inviter à faire dans une prochaine vidéo. Merci.